penser à l'écrire peut donner l'impression qu'on a un complexe. Le vivre de l'intérieur, c'est montrer qu'on ne perd pas le sens des choses. Moi, quand on commence avec une si belle voix, une réunion dans une université, eh ben, j'en salue les étudiants et les administrateurs. C'est de nous permettre de penser sagement, sans oublier la spiritualité et le cœur, et à toutes les universités du monde en Occident qui nous feront penser que pour penser rationnellement, il faut penser moins spirituellement. Nous leur dirons que s'il y a une chose que le monde musulman a apportée, c'est qu'en n'oubliant jamais la spiritualité, ils ont été à la tête de la pensée scientifique, philosophique pendant des siècles. C'est peut-être même plutôt le contraire, c'est quand ils ont cessé de penser spirituellement qu'ils ont cessé d'être à la pointe rationnellement. Et donc, j'en suis content je suis content de cela. Et je suis content aussi d'avoir entendu une chose dans l'introduction qui est importante, c'est l'université au cœur de la cité. C'est-à-dire que s'il faut en même temps que l'université ne perde pas le sens des choses, même dans le transcendant et dans le rapport au divin, le rapport à Dieu, il est aussi très important que l'université ne perde pas le sens de l'horizontalité. L'université, ce n'est pas le lieu où une élite se forme loin du monde, c'est une élite qui se forme pour servir le monde. Et qu'il faut absolument que l'université soit vraiment au cœur de la cité. Donc elle n'oublie ni la verticalité avec Dieu, ni le service horizontal parmi les hommes. C'est ça, une université. Une université, c'est un lieu où l'on pense le mieux possible pour servir l'unique, et on le pense le plus utile possible pour servir les hommes. Et que si ça n'est pas cela, si vous pensez que vous êtes des étudiants ou des professeurs qui éduquez une élite ou qui êtes éduqués comme une élite et que le but, finalement, au bout du compte, c'est d'avoir un papier, une licence, un doctorat ou une maîtrise et qu'il suffit de cela pour faire de vous un homme, non, ça suffit pour faire de vous un diplômé. Mais il y a des diplômés qui ont oublié d'être des êtres humains. Et le meilleur d'entre nous, a dit le prophète, c'est celui qui est le plus utile à l'humanité et aux hommes. Et donc, ce que je comprends de ce sujet, c'est effectivement de nous placer au cœur d'un moment historique vis-à-vis duquel il faut que nous nous arrêtions, que nous réfléchissions, que nous posons la question de savoir quelles sont nos priorités et qu'à partir de cela, nous essayons de savoir, à partir de la compréhension générale, quelles peuvent être nos responsabilités individuelles et collectives, là où nous vivons, et de la façon dont nous nous y engageons. En termes d'introduction, j'aimerais simplement mettre en évidence 3 points que je traite dans le livre. Le dernier livre que j'ai écrit traite directement de ce sujet. Il s'appelle « L'islam et le soulèvement arabe » et le réveil arabe, pardon. Pour 2 raisons, et je ne vais pas retraiter ici aujourd'hui, avec le temps qui m'est imparti, ce n'est pas d'ailleurs le sujet spécifique, je ne vais pas traiter de la première partie de l'ouvrage, qui est simplement une mise en perspective de ce qui s'est passé dans la région du Moyen-Orient et dans la région de l'Afrique du Nord. En mettant simplement en évidence qu'il faut vraiment que nous soyons très 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 prudents sur la façon dont nous nommons les choses et sur la façon dont nous les comprenons historiquement. En d'autres termes, cette idée qui nous a été présentée, que tout est apparu de façon instantanée et non conçue, pensée, est une idée qui ne correspond pas à l'analyse des faits. Qu'il y avait des choses que l'on savait avant, qu'il y avait des choses qui étaient connues, et on savait surtout une chose, c'est que la Tunisie et l'Égypte avaient les ingrédients de l'explosion sociale, sur 2 paramètres. Le premier est le paramètre économique, paupérisation, chômage, marginalisation de la jeunesse, avec un taux de chômage incroyable, des jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi, et avec toujours un régime dictatorial vieillissant, et qui avait de la peine à penser sa transition, et qui, de ce point de vue-là, dans la conjoncture entre une situation économique extrêmement difficile pour le peuple, avec, pendant la dernière année et demie, une augmentation du prix du pain, par exemple, et de la nourriture, a fait qu'on était dans une situation tout à fait explosive et qu'il n'y avait pas de liberté. La conjonction entre l'étouffement politique et l'étranglement économique, eh bien, a été un des éléments qui a aussi permis à ce que ceux qui étaient des blogueurs, ceux qui travaillaient sur Internet, puissent aussi mobiliser cette énergie d'opposition et d'en faire quelque chose qui était le soulèvement. C'est la même chose en Égypte d'ailleurs.
vue-là les mêmes ingrédients politiques et économiques en termes de difficultés. Très tôt dans l'analyse de cette situation-là, je n'ai pas accepté d'utiliser le terme de révolution. Parce que la révolution a un sens, parce que la révolution, en termes de sociologie et en termes de sciences politiques, ça veut dire quelque chose. Il m'apparaissait très très vite d'ailleurs que nous avions affaire à des soulèvements dont on ne savait pas encore s'ils allaient devenir des révolutions achevées ou non. Et qu'aujourd'hui, une année et demie après, la prudence de mon analyse est plutôt de mise, puisque vous voyez qu'à l'exception de la Tunisie qui a évolué vers une transition politique, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, la Libye, jusqu'au Bahreïn, aucun de ces pays-là n'a achevé sa transition démocratique qui pourrait dire que nous vivions véritablement une révolution. Bien sûr, des choses ont changé, des choses sont irréversibles, mais on ne peut pas dire que nous ayons aujourd'hui passé à autre chose. Et il y a eu 2 pays qui ont eu des approches préventives de réformes par le haut et non pas par le bas. Ce sont, vous le savez, la Jordanie et votre propre pays, le Maroc, qui a fait des réformes par le haut pour permettre une ouverture. Et aujourd'hui, il est évident que sans ce qui s'est passé dans la région en termes d'ouverture démocratique, de transformation et de mobilisation populaire, eh bien, vous n'auriez pas vu la Jordanie évoluer et vous n'auriez sans doute pas vu de la même façon les États qui aujourd'hui sont en train de se réaliser jusqu'au Maroc. Est-ce que ça veut dire que nous sommes dans un processus de démocratisation absolue, générale et transparent? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Nous en sommes très très loin. Nous sommes aujourd'hui au balbutiement du processus. Et là, quand on est dans un balbutiement, ça veut dire qu'on est à un tournant potentiel de l'histoire. Ça exigera de nous, et voilà la première responsabilité, qu'en termes de citoyens, qu'en termes d'individus, femmes ou hommes, marocains ou algériens ou libyens ou syriens ou égyptiens ou tunisiens, nous comprenions nos responsabilités. Ce n'est pas le moment, quand l'histoire balbutie, ce n'est pas le moment d'en être les spectateurs. Il faut en être les acteurs. Et la première des actions de celui ou de celle qui s'inscrit dans l'histoire, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'essayer de comprendre quels sont les enjeux. Si on n'est pas à même de comprendre tout ce qui se passe, au moins de comprendre quelles sont les priorités du changement aujourd'hui. Et j'en dirai quelque chose, c'est le sujet de notre conférence. Donc, j'ai décidé très très tôt de ne pas utiliser le terme de révolution et de ne pas utiliser le terme de printemps arabe. Parce que ça fait référence à ce qui s'est passé en Europe de l'Est. Vous savez qu'on a parlé du printemps pour des pays de l'Europe de l'Est, et d'être très très prudent sur cette terminologie, en disant une chose également en termes d'analyse, c'est que si vous regardez toute la région, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui s'est élaboré dans toute la région. C'est une évidence que du point de vue populaire, du point de vue de l'énergie populaire, la mobilisation de la Tunisie a entraîné la mobilisation égyptienne, et que celle-ci a entraîné la mobilisation au Yémen, comme elle a entraîné une mobilisation à laquelle ni les États-Unis d'ailleurs, ni les Européens ne s'attendaient. Raison pour laquelle j'ai toujours mis en évidence, les États-Unis savaient avant les soulèvements que des soulèvements étaient en voie de réalisation. Mais il y en a qui ne l'ont pas prévu, raison pour laquelle on peut savoir, on peut tenter de contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler. Et il y a un pays sur lequel, au tout départ, au tout début du processus, il y avait, du point de vue des Américains, la volonté de voir une réforme de l'intérieur, c'était la Syrie. Et c'est dans l'espace de 8 mois qu'ils se sont rendus compte que le courage du peuple était plus fort que la dictature du dictateur. Et donc de ce point de vue-là, on a des moments historiques où vous ne pouvez pas tout contrôler. Quand les peuples se réveillent, c'est difficile de les tenir en laisse et de penser que tout peut être de ce point de vue-là décidé ou contrôlé. Donc là aussi, pour ceux qui ont vu 1 ou 2 minutes d'exposé sur YouTube ou qui ont vu une conférence partiellement traduite sur Internet, faites attention, ce n'est qu'une partie de la réflexion. Le livre est un tout petit peu plus profond que cela. Parce que je ferais mieux d'arrêter d'écrire des livres si on pouvait les résumer en 3 minutes de YouTube. Donc c'est un tout petit peu plus complexe que ça.
Ayant dit cela maintenant, donc j'utilise le terme de réveil, et pourquoi je n'utilise pas la notion de printemps? Parce que si c'est vrai, comme je le disais, que les peuples ont produit une espèce de traînée de poudre, vous apercevez ensuite à l'analyse, vous faites un pas en arrière et vous regardez le Moyen-Orient, et vous regardez l'Afrique du Nord, et vous apercevez que, et du point de vue des gouvernements, et du point de vue des gouvernements étrangers, j'entends par là non pas simplement les États-Unis et les pays européens, mais également la Chine, mais également l'Inde, mais également la Russie, mais également le Brésil, également la Turquie, également l'Afrique du Sud, qui sont les nouveaux acteurs régionaux. Quand j'entends par nouveau acteur régional, je n'entends pas simplement un acteur politique, ce sont des agents économiques qui, par leurs institutions et leurs entreprises, deviennent et prennent un rôle tout à fait particulier dans la région. D'ailleurs, au Maroc, c'est une évidence aujourd'hui que vous avez de nouveaux acteurs. L'arrivée très très forte de la Chine est reconnue en termes de statistiques. La pénétration douce et lente de la Turquie au Maroc et en Afrique du Nord est aussi une évidence. Et puis, les tentatives de repositionnement de pays comme l'Inde, plus au niveau du Machrek qu'au niveau du Maghreb aujourd'hui, mais c'est une perspective pour l'avenir, c'est une donnée économique avérée aujourd'hui du point de vue de l'analyse des mouvements qui nous montrent qu'en fait nous sommes en train d'aller vers l'Est, beaucoup plus que de rester dans cette relation islam et Occident par exemple, ou Afrique et Occident. C'est en train de changer ceci. Et Chandra Muzaffar, qui est un activiste malaisien, professeur d'université en Malaisie, dit qu'il faut qu'on cesse aujourd'hui de poser les termes de ce qui concerne par exemple le Maroc, ou qui concerne l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient en termes islam et Occident ou Orient et Occident. Quelque chose est en train de se passer, il va falloir maintenant regarder l'Orient et l'extrême-Orient, l'Orient et les pays de l'Est. Quelque chose est en train de changer. Ça ne veut pas dire que c'est forcément bien, parce que le capitalisme asiatique n'est pas forcément meilleur que le capitalisme américain dans la façon de traiter les pays subalternes. Oui, le capitalisme est toujours, dans la façon de traiter les pays subalternes, un capitalisme de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on utilisera les autres pays comme des moyens plutôt que les hommes comme des finalités dans l'ordre capitaliste tel qu'il est aujourd'hui. Donc ce n'est pas forcément pour le meilleur, mais quelque chose est en train de changer, que quand on est au centre de cela, en Afrique du Nord, on est obligé de considérer, non pas simplement de passer d'une suggestion à l'autre, d'une soumission à l'autre, mais d'essayer de devenir les acteurs de sa propre indépendance, suppose que l'on sache quand deux maîtres se disputent un subalterne, et bien le subalterne a le pouvoir de choisir entre les deux. Il peut jouer l'un contre l'autre, ce qu'aujourd'hui le monde du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord doit comprendre. La multipolarité du monde est peut-être le meilleur moyen d'être la première étape de la libération pour ces pays-là, c'est-à-dire de jouer sur la diversité des alliances plutôt que de passer, de subir la domination des États-Unis et de l'Europe et de passer à la domination chinoise, indienne ou asiatique. C'est autre chose qu'il faut faire, et ça c'est un des défis dont je parlerai. Et on dit cela maintenant, ça m'amène à la deuxième partie de mon propos. Et la deuxième partie de mon propos, elle est celle-ci. C'est au moment où nous parlons de ce réveil, et qu'on ne parle pas encore, à mon sens, de révolution, qu'on ne parle pas de printemps, essayez de regarder, en prenant un tout petit peu de recul, ce qui se passe en Afrique du Nord et ce qui se passe au Moyen-Orient, non pas comme simplement par la, si vous voulez, la fenêtre du mouvement populaire qui nous donne l'impression d'une traînée de poudre, mais de la façon dont les gouvernements traitent la chose. Et là, on n'a pas du tout l'idée d'un printemps arabe qui se soulève, mais d'un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Et aujourd'hui, le jeu d'échecs, c'est de savoir comment est-ce qu'on va jouer les alliances les unes contre les autres. Vous voyez qu'au même moment où tout ceci se passe, la multiplication de la pression sur l'Iran, au moment même où la Syrie est dans une situation instable. Ça, ce n'est pas dû au hasard du fait que le peuple syrien n'a pas réussi à se soulever et que l'Iran est en attente. Il y a à comprendre aujourd'hui qu'il y a, par les forces extérieures, un jeu d'échecs ici.
c'est comment gérer aujourd'hui la relation sunnite-chiite dans la région. Mais la relation sunnite-chiite dans la région, pas simplement pour ce qu'elle est, parce qu'elle permet la division entre les musulmans. Pour la première fois de l'histoire, à ce degré de sensibilité, la fracture entre sunnites et chiites peut être aujourd'hui l'un des éléments qui va toucher la faiblesse du monde majoritairement musulman, c'est-à-dire jouer les divisions internes. Ce qu'a compris aujourd'hui de façon beaucoup plus puissante qu'avant, de façon beaucoup plus effective qu'avant, c'est qu'il ne faut pas confronter le monde musulman dans son entier, parce qu'alors vous avez tout le monde musulman qui se révèle. Il faut le diviser de son intérieur. Et par quelle voie? Pas simplement sur les divisions politiques, ce qui fut le cas dans les années 20, où on prenait un pays dans son nationalisme contre l'autre. Aujourd'hui, ça va être une fracture intra-musulmane, c'est-à-dire de toucher cette fracture-là. Et le problème et le malheur, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Aujourd'hui, même le conflit palestinien, qui avait pour fonction et comme objectif et qui avait comme conséquence d'unir toute la conscience musulmane et toute la conscience d'ailleurs de ceux qui étaient avec les opprimés contre l'opposant, a réussi aujourd'hui à vivre une division. Souvenez-vous, au moment où nous sommes en face de la résistance à l'oppression israélienne, quand il y a eu cette intervention sur Gaza, qui n'était pas une attaque, qui était un massacre, où on a tué 1400 civils, où ensuite, juste avant, 2 ans avant, l'intervention d'Israël au sud du Liban et la résistance de Hezbollah, vous avez eu des autorités sunnites et en particulier des pétromonarchies expliquant aux musulmans sunnites qu'on ne pouvait pas soutenir Hezbollah parce qu'ils étaient chiites. En l'occurrence, on est en train de jouer la division par rapport à celui qui pourtant est dans l'oppression du peuple palestinien. Si vous réussissez politiquement à diviser les musulmans entre sunnites et chiites dans leur résistance à l'oppression, alors vous êtes 2 fois vainqueurs, car vous donnez à l'oppresseur le gain de l'unité et du soutien unilatéral, c'est ce que faisaient les Américains, et vous divisez la résistance. Excusez-moi, aujourd'hui, si on revenait un petit peu dans notre région, Nord-Afrique, Maroc, Je vais y revenir. Une petite question alors. Aujourd'hui, nous assimilons assez souvent que le développement, c'est un mot qui s'assimile souvent avec l'Occident. Vous parlez aujourd'hui il y a pluralisme, plusieurs pôles qui émergent aujourd'hui, un peu à l'oriental. Est-ce que nous ne pourrons pas, en fait, avoir un modèle musulman, modèle de la région, qui puisse être le nôtre, pour atteindre cette démocratie et au fait développer nos sociétés? Je crois que oui. Alors, si vous me permettez juste une chose, parce que je n'avais pas compris que c'était ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Laissez-moi peut-être juste terminer le développement. Je termine le développement de mon propos, puis ensuite on peut avoir, parce que sinon je ne vais pas réussir parce que dans mon propos, il y a une réponse d'une certaine façon à votre question. Donc moi, ce que j'étais simplement en train d'essayer de dire ici, dans cette réalité-là, c'est de dire qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention au moment où on parle de ce qui se passe dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, de comprendre qu'aujourd'hui nous sommes en face d'un grand danger de division interne. Et que cette division interne, elle est basée sur cette division-là que nous voyons aujourd'hui, mais d'une autre. C'est-à-dire que observez ce qui s'est passé dans toutes les réalités de ce qu'on a appelé, de ce qui se passe au niveau des soulèvements. Eh bien, vous allez vous apercevoir qu'il y a une donnée qui est constante partout, c'est l'enfermement nationaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Tunisiens se sont concentrés sur la libération de la Tunisie, les Égyptiens sur l'Égypte, et que chaque pays s'est concentré sur son pays. Ce qui est normal, la première attitude, c'est de se concentrer. Tout le problème, c'est que vous n'avez pas de libération régionale si vous n'avez que des mobilisations nationalistes qui s'arrêtent sur le pays. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que voulait la colonisation. La colonisation a voulu que la résistance soit nationaliste parce que ça empêchait le monde arabe d'établir des liens horizontaux. Or, l'une des réponses à la libération régionale, c'est justement de développer des relations sud-sud et non pas des dépendances sud-nord. Or, penser sa libération uniquement du point de vue national, c'est reproduire la potentielle soumission sud-nord. Alors que ce qu'il faudrait, c'est que le Maroc, avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec la Libye est un pays très riche du point de vue pétrolier.
Et elle peut régionalement faire quelque chose de beaucoup plus important, si et seulement si c'est un pays qui rentre dans la relation sud-sud et non pas simplement approvisionner la France et l'Allemagne et l'Italie. Ce qui aujourd'hui, j'aimerais quand même vous dire qu'au moment où on entend qu'on va boycotter le pétrole iranien, on nous dit au même moment que ce qui va suppléer au pétrole iranien, c'est le pétrole libyen. Donc l'Europe peut décider, quelques mois après une révolution, nous dit-on, d'utiliser le pétrole de la Libye pour justifier son boycott de l'Iran. Donc quand vous êtes comme ça, vous comprenez, oulala, c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas un printemps, alhamdoulilah, tout va bien, on est libre. Non, il y a d'autres possibles soumissions, il faut les entendre. Le deuxième élément, je veux dire, et ça m'amène aussi à un des éléments de réponse, c'est que ce dont il faut sortir, d'abord, c'est uniquement la pensée nationaliste. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est ce que l'on voit partout, on l'a vu même au Maroc, on le voit en Tunisie, on le voit en Égypte, on le voit dans l'ensemble du monde arabe, c'est qu'il faut absolument sortir de la polarisation laïque d'un côté contre islamiste de l'autre. En disant que finalement, on est encore dans ce vieux débat du début des années 20, 30, à l'époque de l'État-nation, en disant est-ce que vous êtes islamiste, est-ce que vous êtes laïque, et on finit par se disputer sur qu'est-ce que va jouer la référence musulmane, et on se dispute sur des formes, mais on ne traite pas de la question politique essentielle. Là, il faut absolument, si on veut trouver une alternative politique, si quelque chose peut être produit par une société qui veut un autre développement, il faut sortir de ces débats polarisés qui nous empêchent de penser ensemble. Je veux dire, je reviens de Tunisie, je me suis retrouvé à des moments donnés avec des gens, des laïcs, on a l'impression qu'ils étaient à Paris, qui pensaient comme des Parisiens, c'est-à-dire la laïcité, c'est comme ça, on ne veut pas de religion. Je dis, mais attendez, vous avez une spécificité tunisienne quand même, comme vous au Maroc, vous avez au Maroc, les gens, c'est la même chose. Ils sont complètement colonisés par la nature des débats qui ne sont pas de leur histoire. Et ils les importent ici. Et ça, c'est comme vous ne pouvez plus coloniser politiquement, coloniser intellectuellement. Et quand vous colonisez intellectuellement, vous faites penser les autres la même chose que la même façon que vous. C'est aussi un type de colonisation. Donc il faut sortir de ce débat et se dire, et demander aux laïcs, dites-nous quelle est votre politique sociale. Quelle est votre politique? Est-ce que vous luttez contre la corruption? Est-ce que vous voulez être pour la vraie démocratie? Est-ce que vous écoutez qu'au Maroc, par exemple, on a une culture, on a une religion, vous la respectez, et on demande de la même façon aux islamistes, est-ce que vous êtes pour la transparence démocratique? Est-ce que vous êtes pour l'alternance? Comment est-ce que vous concevez le fait que notre référence soit musulmane? Par imposer à tous un comportement islamique ou par proposer à tous le choix de pouvoir faire ceci ou cela? Parce que c'est ça finalement l'islam. La ikraha fi din, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans une société musulmane, notre référence elle est là. On ne doit imposer à personne la pratique, mais on ne doit empêcher à personne la pratique, et surtout on ne doit pas, au nom de la liberté religieuse, produire de l'ignorance religieuse, parce que le contraire de la liberté religieuse, c'est l'ignorance religieuse. Produire des sociétés de personnes, de femmes et d'hommes qui sont ignorants de leur religion, c'est leur mentir en leur disant qu'ils sont libres. Or aujourd'hui au Maroc, il faut donner la possibilité de faire ce choix. Ayant dit cela, sortir de cette polarisation-là, et puis le dernier élément que je voulais mettre en évidence, c'est se dire, est-ce que nous, à partir du référentiel islamique, à partir de l'histoire d'un pays, à partir de la mémoire, et pour ce qui vous concerne ici au Maroc, est-ce qu'effectivement on a les moyens d'une alternative? Est-ce qu'on peut produire quelque chose qui soit un modèle de développement? Alors, comme je vous le disais, il faut partir de soi sans se fermer à soi de façon nationaliste et complètement isolée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sortir de cette vision, on est soit laïque, soit islamiste. Et trois, se dire quelles sont les vraies questions, quelles sont les priorités. Alors dans le livre, je réponds à votre question qui est effectivement cette alternative du développement. Et ce que je mets en évidence, c'est qu'il y a 4 domaines sur lesquels il faut que nous travaillions en priorité. Et ce sont des vrais défis. Ce sont des vrais défis qui ont des implications à partir de la réflexion politique sur la démocratisation, et il n'y a rien en islam qui s'oppose au processus de démocratisation. Et bien à partir de cette volonté de démocratisation, il y a 4 domaines sur lesquels il faut que nous travaillions d'urgence. Le premier, c'est celui de l'individu. Et celui de l'individu, c'est important parce que vous pouvez parler 100 ans de démocratie, mais si vous ne vous occupez pas de l'éducation de l'individu
à devenir un être responsable dans la cité, devant sa conscience et parmi les hommes, parler de démocratie, c'est du vent. Parce que si vous n'éduquez pas l'individu démocratique, il n'y a pas de collectivité démocratique. La réalité même, et ça c'est même dans notre tradition musulmane, ce pourquoi la Shura existe en islam, c'est pas uniquement parce que le prophète permet aux gens de s'exprimer, c'est parce que ceux qui s'expriment, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont éduqués à s'exprimer. Parce que pour pouvoir donner une opinion, encore faut-il avoir une opinion, sinon on suit l'opinion de tous. L'opposé, le grand problème de l'Occident aujourd'hui, le grand problème de ce que vous voyez aujourd'hui en France avec les élections, le grand problème de ce que vous voyez en Hollande, le grand problème que vous voyez jusqu'aujourd'hui aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? C'est le populisme. Ce sont des peuples qui sont beaucoup plus portés à suivre leurs émotions qu'à prendre le temps de réfléchir. Pourquoi? Parce que les médias sont tellement puissants, la représentation tellement puissante qu'on fait voter les gens par l'émotif, par la peur, pas du tout par la responsabilité. Et là, il faut faire très attention parce que les peuples arabes, les peuples majoritairement musulmans, ils peuvent faire face au même danger. Parce qu'on peut, vous, Marocains, vous faire la même chose, c'est-à-dire vous gérer politiquement par l'émotif. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des émotifs. Les Marocains sont des émotifs aussi. On a vous savez comme quoi les qualités peuvent devenir des défauts. Oui. On est des émotifs, on aime bien, on peut vous prendre comme ça et on dit tu penses, et puis on y va. Pourquoi? Parce qu'il faut de ce point de vue-là une éducation à la démocratie. Il faut une éducation de l'individu. Donc le premier défi, et je vais y venir, si vous me donnez le temps qui m'est imparti, je vais essayer de le faire. La deuxième dimension, c'est celle qui est directement liée à l'individu, c'est le social. C'est un des chantiers sur lesquels il faut travailler. Le troisième domaine, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'économique. Il faut aujourd'hui penser cette alternative-là, comment est-ce qu'on peut le faire? Et le quatrième domaine, il vous surprendra un peu, mais il est capital. Il n'y aura pas de démocratie et de potentiel de démocratisation dans les sociétés du Sud, Maroc et toute l'Afrique ou le Moyen-Orient, sans une véritable prise en compte de la dimension culturelle des sociétés. Le culturel est devenu, vous savez, la globalisation. Elle est une globalisation économique, elle est une globalisation des moyens de communication, mais elle est la globalisation de la culture. La culture mondiale est l'un des éléments qui peut miner les démocraties régionales. J'aimerais que vous vous rendiez compte de ça parce que la capacité à monopoliser la conscience des peuples par les moyens médiatiques que nous avons, par Internet, par tous ces moyens, peuvent véritablement laminer les potentiels démocratiques d'une société. Parce qu'on vous prend justement, encore une fois, dans la globalité des moyens de communication et dans cette espèce de culture où finalement vous pensez que vous votez avec votre conscience, mais vous votez emporté par un mouvement qui vous emporte, qui est beaucoup plus puissant que vous. Parce que, vous savez, on le sait aujourd'hui en termes de psychologie. Quand vous consommez quelque chose, ce n'est pas uniquement une consommation que vous prenez, il y a toute une culture avec ceci. Quand vous regardez le sport, vous pensez que quand vous voyez du football, quand vous voyez du tennis, vous pensez que c'est uniquement un jeu, mais regardez tout ce qui est autour. Pourquoi est-ce qu'on donne des millions à un joueur qui, juste sur son maillot, a un signe d'une grande marque? Mais parce que c'est pas uniquement là, c'est pas uniquement qu'on le voit à la télévision, derrière tout ceci, il y a une culture, ça imprègne les esprits. La façon dont on se consomme, la façon dont on s'habille, la façon... Donc ça, c'est une colonisation lente. Vous pensez regarder un match de tennis, mais la publicité vous garde. Mais la publicité vous prend. Mais la culture vous intègre. Et ça demande une conscience pour pouvoir se libérer de ça. Ça demande à vraiment prendre du recul. Et ça, c'est un véritable défi culturel. Alors, juste pour la fin de cette conférence, je mets en avant un certain nombre de domaines sur lesquels il faut travailler, puis ensuite on passera sans doute aux questions et aux éléments critiques. Je pense que nous avons les moyens, aujourd'hui, de là où vous êtes, par exemple, en Afrique du Nord, au Maroc, de penser à ce moment historique une alternative, et surtout de commencer par ça. À aucun moment, mais entendez bien ceci, beaucoup de personnes
personnes, quand ils regardent le monde arabe, ou même quand vous regardez la société marocaine, vous pouvez dire que c'est une société dans laquelle les processus démocratiques doivent être grandement améliorés, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de chômage, ça va pas, c'est pas, le système scolaire, c'est pas ça. Souvent, on finit, soit on est dans une université ici, soit on va finir par essayer de trouver un emploi en Europe, en France ou ailleurs. On peut regarder le monde de cette façon-là. La première exigence de celles et de ceux qui veulent libérer leur pays et qui veulent aller vers la réforme du pays, c'est de ne pas entretenir cet esprit défaitiste. Il ne faut pas. Et s'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez tous de ceux dont vous venez, en étant ici majoritairement musulmans, c'est ceci. C'est qu'à un moment donné, quand le prophète reçoit la révélation, il peut être seul contre tous, mais il a confiance. La confiance est importante. L'un des plus grands problèmes psychologiques des musulmans contemporains, c'est le manque de confiance en eux. En fait, ils n'y croient pas. En fait, ils ne croient pas en leur potentiel. En fait, le problème des Marocains, c'est de ne plus croire assez au potentiel du Maroc, à faire quelque chose, et aux Marocains de se lever. Ça, c'est la première, c'est une attitude. En d'autres termes, moi, il y en a qui viennent vers moi et qui viennent me dire « Mais ça fait 20 ans que tu parles, tu fais des conférences, mais qu'est-ce que tu n'as rien changé ?» Et pourtant, c'est pas vrai. Bien sûr que si vous regardez l'ensemble, vous dites « Mais... » Et pourtant, c'est quelque chose sur laquelle il faut commencer par se changer soi-même. Il faut faire une révolution intellectuelle personnelle. De comprendre que c'est possible, qu'on peut changer les choses, que qui pensait il y a quelque temps que ça pouvait changer comme ça en Tunisie ou que... Il y a des choses qui peuvent se passer et en même temps, certes, il y a des grandes puissances qui peuvent contrôler, mais elles ne sont pas infaillibles. Et à un moment donné, comme le disait Ibn Khaldoun, les plus grands puissants finissent par tomber parce qu'on n'est jamais dans toute l'histoire une puissance qui reste. Dieu seul est tout puissant. Les civilisations sont puissantes un jour, elles ne le sont pas. Elles ne le sont plus quelques années ou quelques décennies ou quelques siècles plus tard. Il faut garder cette conscience-là, et ce qui fut dans le passé le génie de l'islam et le génie des musulmans peut revenir. Parce qu'aujourd'hui, ce dont il faut être conscient, c'est qu'il se peut que nous ayons dans notre éthique, dans nos valeurs, quelque chose à apporter au monde en matière de conscience. Nous n'avons peut-être pas les meilleurs moyens techniques, mais nous avons peut-être des bonnes questions en termes de finalité éthique. Nous avons les bonnes questions. Nous avons les bonnes questions en disant attention, il ne s'agit pas de faire de la technique et du progrès pour du progrès. Il faut se poser la question de savoir à quoi ça sert. Au bout du compte, ça sert à quoi? Ça sert à quoi ce que vous êtes en train d'essayer de faire? Donc il faut être conscient que si ce message-là, c'est le dernier des messages, et s'il y a une universalité dans ce message, ce n'est pas pour qu'on le garde pour nous, avec nos questions et nos malaises, c'est pour qu'on pose des bonnes questions éthiques au monde d'aujourd'hui. Et il se pourrait que vous, à partir du Maroc, avec une conscience de jeunes, d'étudiants, de professeurs, de quelle que soit votre fonction, vous apportiez à ce monde-là les vraies questions. Donc en d'autres termes, il ne faut pas simplement chercher le savoir-faire, mais il faut poser la question du pourquoi faire. Pourquoi? Et le maqasid des sharia qui sont dans la dimension, c'est exactement ça, c'est qu'est-ce que vous cherchez à faire, qu'est-ce que vous cherchez à protéger. Et là, ça nous amène à l'individu, et pour moi, c'est une chose qui est vraiment importante. Dans l'alternative, il faut que de nos universités, que de nos écoles, et que du discours intellectuel, de la société civile marocaine, comme de la société civile de tous les pays arabes, majoritairement musulmans, comme d'ailleurs ce qu'on aimerait voir dans les sociétés civiles aujourd'hui en Occident. Et il en existe, j'aimerais vous dire qu'en Occident, il ne faut pas diaboliser tout ce qui s'y passe. Il y a énormément de voix aujourd'hui qui posent une vraie question. Une vraie question. Et cette question-là, elle est la question de la dignité humaine. La question de la dignité humaine. Et s'il y a une chose que vous devez dire, au-delà du fait que vous soyez musulman, il y a une chose que nous, on comprend. À aucun moment dans la tradition musulmane, il est légitime d'être juste avec les musulmans et injuste avec les non-musulmans. Nous n'avons pas ce genre de traitement à géométrie variable. Nous, la justice, elle n'est pas sélective. Il faut être juste avec tout le monde, avec le blanc, le noir et avec le pauvre comme le riche. Nous connaissons, vous devez vous lever devant Dieu en étant des témoins devant la justice. Et ça, c'est pour tout le monde.
En même temps, cette dimension-là, elle est liée à وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, que je répète en permanence comme étant le pilier, le socle de la conscience musulmane contemporaine. Nous sommes pour la dignité. Et la dignité, ça veut dire se lever de la dignité des nôtres à la dignité des autres. La dignité de tous. Ça, cette dimension-là, c'est quelque chose qu'il faut nourrir. Quand vous êtes ici et que vous faites des études dans cette université, il faut avoir un comportement intellectuellement digne, humainement digne, socialement digne. Il faut avoir cette dignité, c'est-à-dire respecter son intelligence, respecter ceux qui nous enseignent, respecter un cadre et en même temps respecter l'esprit critique. Vous respectez votre intelligence quand vous respectez le fait que votre intelligence a le droit de poser des questions. Et ça n'est pas, vous savez, un homme qui s'est converti à l'islam, qui s'appelle Jeffrey, aux États-Unis, il disait que l'un des problèmes qu'il avait eu dans la communauté musulmane quand il est arrivé, c'est la façon dont les musulmans sont avec l'autorité. Dès qu'ils sont en face d'un cheikh, alhamdoulilah, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de pensée critique. Ils sont en face de l'autorité, il n'y a plus de pensée critique. Ils sont en face d'un professeur, il n'y a plus de pensée critique. Et lui, il en a eu marre, et il a écrit un livre qui s'appelle « Même les anges posent des questions ». Ben oui, dans Surat al-Baqarah, les anges ils posent des questions. Allah, pourquoi t'as créé celui qui va répondre le façade sur la terre? Si les anges posent des questions, toi qui es un être humain, pose des questions. Et ce courage-là. Et donc ici, s'il y a un vrai processus pour nous, c'est de nous réconcilier avec ce patrimoine. Que les musulmans se réconcilient avec cette histoire de l'islam, mais aussi la culture marocaine. Vous avez une culture qui est d'une richesse incroyable. Le problème, c'est votre ignorance de votre culture. C'est pas la culture. On peut reprocher à l'Occident de ne rien connaître du Maroc, mais quand les Marocains ne savent rien du Maroc, ben, c'est les Marocains qu'il faut, de ce point de vue-là, questionner sur le vrai patrimoine, la véritable histoire. Je veux dire, quand on vient aujourd'hui et qu'on dit aux musulmans en Europe, vous feriez bien de commencer à vous intégrer à l'Europe. Ils ne savent même pas ce qui fut dans l'histoire même du sud de l'Europe, ce qu'a été la contribution de l'Afrique du Nord. Il n'y aurait pas d'Europe sans la contribution de l'Afrique du Nord. Mais le groupe de l'Afrique du Nord l'ignore. L'Afrique du Nord l'ignore. Donc il y a de ce point de vue-là le processus de libération commence dans la tête. Dans la tête, en prenant en compte cette histoire-là. Et quand on est des étudiants, il faut faire ce travail-là, et il faut le faire dans la question de la dignité, aussi dans la dimension de la liberté. Et là, il faut vraiment qu'en tant que musulmans et musulmanes, mais en tant qu'aussi de votre culture marocaine, vous réconciliez deux choses. Vous n'avez pas de dignité si vous n'avez pas de liberté, et il faut gérer votre liberté dans la dignité. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut gérer la liberté. Et il faut avoir de ce point de vue-là, vous ne gérez la dignité avec la liberté dans la dignité, que si vous avez un minimum de conscience et de courage. Et ça, s'il y a une chose qu'il faut revenir, vous savez, quand on enseigne la vie du prophète à des enfants, quand vous l'enseignez, il faut arrêter d'enseigner cette vie uniquement par les dates. Il est né en telle date, il a fait ça en telle date. Il faut regarder le fond de ce qu'il fut. Et le fond de ce qu'il fut, c'est qu'il a aimé les hommes, c'est qu'il a servi les hommes. Mais quand il y avait de l'injustice, il se levait. Quand il posait des questions, il était là. Quand il interpellait la conscience des gens, il a appris à une communauté de musulmans d'être dignes, d'être libres et d'être courageux. Et donc ça, aujourd'hui, notre contribution au monde, c'est de dire que par rapport à nos institutions scolaires, ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de poser la question de savoir qu'est-ce que nous enseignons à nos élèves, qu'est-ce que nous enseignons à nos étudiants, qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants, comment est-ce que nous enseignons l'islam aujourd'hui. Est-ce que l'islam, c'est une référence religieuse qui libère, ou est-ce que c'est une référence religieuse qui fait peur? Nous sommes en train de produire des générations de musulmans timorés, craintifs. On n'ose plus, c'est haram, c'est... Non. Ça, c'est une des dimensions sur laquelle nous avons. Être une contribution éthique à la conscience internationale aujourd'hui, c'est être des musulmans qui sommes dignes et qui osons poser les questions des finalités. Et qui donnons les bons exemples même chez nous. J'ai eu l'occasion d'en parler et je pense qu'il faut à un moment donné être même critique par rapport au système. Moi, quand je viens dans un pays, qu'une jeune fille est violée et puis qu'on l'a fait se marier avec celui qui l'a violée, je dis au nom de l'islam, il faut arrêter ça tout de suite. Le viol est un crime et on juge le criminel. On ne commence pas à jouer avec les gens. Et en particulier avec les droits des femmes du point de vue de l'islam. Le prophète a dit tout cela, quand il y a une femme dont on a tiré le foulard dans l'indignité, il a levé une armée. Vous en touchez une, vous allez nous avoir tous. Les musulmans d'aujourd'hui, on en touche 100 et ils n'ont personne. Ils en touchent 1000 et ils n'ont personne. Pourquoi? Mais quelle est la différence? Quelle est la différence entre ceux qui suivaient le prophète et nous?
Eh bien, la différence, c'est qu'ils avaient des principes et du courage. Nous, on a un peu de principe, mais pas beaucoup de courage. Un tout petit peu de principe, on le dit. On dit, machin, l'islam c'est une belle religion. C'est une belle religion, mais où est ta beauté à toi? Où est la beauté? Vous comprenez ce que je veux dire? À partir d'un certain moment, c'est toute cette dimension que l'alternative d'une société majoritairement musulmane, c'est de beaucoup insister sur la liberté de l'individu. Nous devons arrêter de penser l'islam comme un phénomène communautaire, c'est l'Umma al-Islamiyya, et puis de commencer à idéaliser. Mais attendez, la Umma al-Islamiyya. Mais quand vous êtes à Washington, et que vous avez étudié un tout petit peu la Umma al-Islamiyya, où tous les musulmans, on est des frères, tu vas voir ça, on va se lever. Elle dit, qu'est-ce que tu plaisantes? Tu te moques de qui? Tu mets un Marocain avec un Algérien, ça va déjà pas très bien. Tu mets un Marocain ou un Algérien avec un Turc, alors là, ça commence le problème. Tu les mets avec un Iranien, tu as 4 opinions, et puis tu essayes de regarder une Indonésie, ils ne se comprennent même pas. Et le seul moment où ils sont unis, et malgré tout, ils se disputent encore, c'est pendant le Hajj. Et encore. Et encore. Et il y a parmi les musulmans du racisme. Et il y a parmi les musulmans cette attitude qu'on regarde de haut, que les Arabes pensent que parce qu'ils parlent la langue arabe, ils sont des meilleurs musulmans. Mais je vais vous dire une chose, s'il suffisait de parler arabe pour être un meilleur musulman, ça se saurait. Eh bien, ça ne se sait pas. C'est pas dans le monde arabe où on parle l'arabe qu'on a les meilleurs musulmans. La langue ne fait pas la beauté du cœur. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est pas la langue, c'est le cœur et la compréhension. Et ça demande dans notre défi de comprendre tout ce qu'on doit faire dans l'éducation, donc dans vos familles. Ici, c'est pour ça que j'aimerais que vous compreniez ce que je suis en train de dire. L'alternative, elle commencera là, dans l'éducation de l'individu, dans sa responsabilité spirituelle, dans sa responsabilité aussi de qu'est-ce que c'est que notre religion. Notre religion, c'est comprendre les principes et soit autonome. Je répète systématiquement, et même quand on est ici à l'université, à un moment donné, quand on atteint l'âge de raison, on est mukallaf. Faites attention, mukallaf, c'est-à-dire qu'on doit répondre à Dieu tout seul. On est responsable. Faites attention même maintenant à cette espèce de fausse spiritualité qui est en train de devenir le fléau du monde musulman. Le faux soufisme. Le faux soufisme, c'est-à-dire aujourd'hui, mais vous vous rendez compte que des millions de dollars sont dépensés par les États-Unis ou par l'Europe au moment des colonisations pour faire quoi? Pour soutenir les faux soufis, c'est-à-dire ceux qui sont dans la superstition, c'est-à-dire à un moment donné on va sur les tombes et puis on commence à idéaliser le mort, ou alors des faux cercles soufis où on dit bah, c'est bien, l'islam c'est bien, tu es avec le cœur, tu fais le dhikr, et puis voilà, et puis tu pries moins, tu jeûnes quand tu peux. Il y en a même aujourd'hui qui sont soufis, alcool le soir. Des cercles soufis, mais je ne plaisante pas, des cercles soufis au Maroc où on dit aux gens, tu sais, les 5 prières, ça c'est pour les arriérés. Nous maintenant, on est vraiment en connexion permanente avec Dieu, et puis un petit verre d'alcool, c'est pas grave. Un islam bon marché qui, de l'intérieur, fait perdre tous les éléments de la résistance de cette religion et de cette culture. Il y a des mouvements soufis aujourd'hui qui idéalisent des leaders, qui idéalisent et qui dépersonnalisent, déresponsabilisent les gens. Le soufisme, ça vous rend libre. Le faux soufisme, ça vous rend dépendant. Dans le vrai soufisme, vous êtes libre devant Dieu et parmi les hommes. Dans le faux soufisme, vous êtes enchaîné à un shir qui vous dit tu fais A, tu fais B et qui vous rend complètement dépendant. Le soufisme rend libre, le faux soufisme rend dépendant. Et cette espèce d'idéalisation, alors on est dans cette logique-là. Aujourd'hui, il faut sortir de ça. Moi, je suis profondément dans le respect des traditions soufis vraies. Celles qui prient la nuit, celles qui ajoutent du jeûne, celles qui sont dans l'amour, celles qui sont discrètes dans la pratique, mais qui sont très présentes dans l'engagement. Donc, de ce point de vue, il faut effectivement comprendre que cette spiritualité est l'un des éléments. Aujourd'hui, dans tous les processus de démocratisation, dans tous les processus que l'on a au niveau des sociétés, si nous avons quelque chose à apporter, c'est vraiment de travailler là-dessus. On a aujourd'hui dans les démocraties occidentales un vrai problème quant à l'individu, un vrai problème d'équilibre, un vrai problème, mais c'est réel, un vrai problème de l'individu et de ses libertés. Et il y a des vrais... Vous avez vu les mouvements, parce que vous vous rendez compte, un livre il fait combien? Il fait 10 pages, 20 pages, 25 pages, réel,
qui s'appelle Les Indignés. Il est vendu à pratiquement 2 millions d'exemplaires. Et il dit aux gens, indignez-vous par rapport à l'ordre social, indignez-vous par rapport à ce qui se passe. Et il fait un tabac. Et quand vous lisez le livre, il n'est pas vraiment très profond. Mais qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il dit, on est en train de vous voler vos libertés. On est en train, cet ordre du monde-là, il vous vole. Il faut vous indigner par rapport à l'injustice. Or, nous, ce que nous avons dans nos références, c'est qu'à partir d'un certain moment, au nom de nos valeurs, au nom de notre spiritualité, il faut qu'on reste vigilant, il faut qu'on soit debout. Et que, en tant qu'étudiant, ou en tant qu'enseignant, ou en tant que citoyen, il faut qu'on soit debout par rapport à cela. Il faut qu'on soit debout, mais pas dans la résistance ponctuelle, ou pas dans la résistance émotionnelle, dans le vrai sens de ce que la spiritualité nous enseigne, et ce qu'il faut que nous ayons en termes d'éducation. Donc il faut que nous pensions la façon dont nous éduquons l'individu, les femmes comme les hommes. J'aimerais vous dire une chose, il se peut tout à fait que parmi les forces qui vont énormément aider les sociétés majoritairement musulmanes à se libérer, à continuer de se libérer, ce soit la présence des femmes parmi, pas simplement des hommes, des femmes et des hommes, pas les femmes contre les hommes, mais des femmes et des hommes. Et que les femmes qui sont les garants aussi de cette tradition, de cette culture, de cette éducation, soient porteuses aussi de ce message-là. Mais ça veut dire qu'il faut que nous travaillions beaucoup sur l'éducation, sur la spiritualité, la vraie spiritualité, la vraie libération. Deuxième défi, très rapidement, sur lequel il faut qu'on travaille, il faut regarder les choses en face, c'est que de là où vous êtes, en tant que Marocain, il y a des vrais défis. L'un des principaux, on peut maintenant s'asseoir et se dire de toute façon, tout est décidé ailleurs, c'est décidé à Washington, c'est décidé à Paris ou à Londres. Mais il y a plein de choses que l'on peut faire déjà dans sa vie quotidienne ici. Il y a une chose, il n'y a pas de liberté et de progrès dans la perspective sociale s'il n'y a pas en amont de lutte contre la corruption. Et la lutte contre la corruption, c'est aussi à notre niveau que ça se passe. Donc exiger des pouvoirs qui sont en place, qu'ils fassent une véritable politique de transparence, ou qu'on aille vers plus de transparence. Et ça va à tous les niveaux, ça va du plus haut niveau du pouvoir de la royauté et du roi jusqu'au plus petit citoyen, c'est-à-dire chacun d'entre nous, qu'il y ait véritablement une exigence de lutte contre la corruption. Il n'y a pas de société qui va vers la libération si on entretient des zones de corruption, du clientélisme. Et l'un des éléments, c'est effectivement aujourd'hui de pouvoir, à notre niveau, au moins lutter contre ça. Vous avez une entreprise, vous êtes un étudiant, ou vous êtes à l'université, eh bien, dans votre sphère d'influence, vous luttez contre la corruption. Vous luttez contre... et vous évitez ceci. Parfois, ça va peut-être vous faire perdre des contrats. Peut-être, ça va peut-être vous exposer par rapport à des partenaires. Mais c'est comme ça qu'on change une société. C'est quand, dans le détail, on fait attention aux espaces de corruption. On est pour la transparence. La corruption, ça mine un pays. L'Afrique est minée par la corruption. Il y a de l'argent en Afrique. Il y a de l'argent même qui vient en Afrique. Il y a de l'argent qui vient en semaine d'État, mais l'argent il disparaît, on ne sait pas où il est dans des banques. On a aujourd'hui, dans les banques de mon pays, en Suisse, des comptes qui sont de milliards de dollars d'argent qui sont liés à la corruption, qui ne viennent pas au peuple. Au moins que nous soyons conscients de cela, qu'on ait un discours très très clair. Vous ne pouvez pas vous présenter 5 fois par jour devant le divin. Vous ne pouvez pas être porteur d'un message spirituel et puis finalement, au bout du compte, vous acceptez comme un mal nécessaire et comme la corruption sociale, à tous les niveaux. Ça, c'est un élément qui vient de quoi? Qui est lié à l'éducation de l'individu. Qui est lié à l'éducation de l'individu. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on refuse ceci comme étant une des tares de la société. Les deux autres choses sur lesquelles il faut absolument aussi s'engager, c'est dans la perspective sociale, c'est l'éducation. Il n'y a pas de processus démocratique sans que nous revoyions nos systèmes éducatifs. Et s'il y a une chose sur laquelle il faut travailler au Maroc, c'est effectivement le système éducatif. Mais je vous dirais que ce n'est pas simplement au Maroc, toutes les sociétés aujourd'hui ont et font face à la crise de l'éducation. Dans un autre livre dont on parlait tout à l'heure, L'autre en nous, j'ai alloué un chapitre sur l'éducation pour mettre en évidence
je veux dire, les priorités d'éducation. Comment est-ce que on travaille aujourd'hui? Les meilleures écoles que vous avez souvent au Maroc sont des écoles qui sont au niveau primaire comme au niveau secondaire, souvent des écoles étrangères. Aujourd'hui, les Marocains doivent se réconcilier avec leur école, produire dans le système étatique comme dans le système privé, et bien des écoles qui apportent de nouvelles alternatives. Et encore une fois, il ne s'agit pas de penser toujours des qualificatifs d'école islamique. Non, on a ceci ici au Maroc, on l'a dans le monde arabe et dans les sociétés majoritairement musulmanes. Il faut que dans le système étatique pour tous, on soit dans un engagement qui soit une politique scolaire. Donc vous voyez, on est loin de ces espèces de discussions de surface sur la nature de l'État. On est dans le monde global aujourd'hui, la nature de l'État. On n'est plus dans l'État-nation. On n'est plus dans la seule perspective de l'État-nation. Il faut sortir de cela. Il faut penser à l'éducation. Puis l'autre chose, c'est les perspectives d'emploi. Alors, la bonne nouvelle par rapport au Maroc, par rapport aux autres pays d'Afrique du Nord, c'est que vous êtes le premier pays du retour de ceux qui l'ont quitté pour aller se former ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes le second dans le monde majoritairement musulman. Le premier, c'est la Turquie. Le second, c'est le Maroc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de Marocains qui reviennent au pays parce qu'il y a des opportunités en termes d'emploi. Ça, c'est très important, de travailler à garder ces jeunes. À garder ces jeunes. Et là, je renvoie les jeunes qui sont aussi ici à leur responsabilité. Je sais qu'il y en a qui ne pensent qu'à une chose: Paris, Londres, Washington, et là-bas, je vais me former. Ça va être... Je vais vous dire deux choses qui sont importantes. Trois même. La première, c'est que vous ayez des meilleures formations, il se peut. Quand certains me disent, est-ce qu'on c'est bien de partir, je dis, la question, parfois, c'est une nécessité de partir. Tout dépend de la façon dont on part. Est-ce qu'on part pour aller faire son petit salaire et sa petite vie là-bas, puis on oublie de là où on vient? Ou est-ce qu'on va chercher le savoir-faire, puis ensuite on essaie de trouver des opportunités ici? Ça peut être une justification. Mais si on peut trouver la possibilité de se former là, il faut être là. Puis la deuxième des choses aussi, c'est faites attention. Si vous pensez que vous êtes suffisamment fort en tant que Marocain ou Marocaine, avec votre culture et votre religion, à la suite de votre formation académique, pour vous retrouver dans des pays où vous allez vous retrouver en minorité, ça n'est pas facile de rester vous-même à Paris ou en France. Ça n'est pas facile de protéger son être. Ça n'est pas facile. Et à un moment donné, il faut vraiment se poser la question, ma vie, elle est pour le salaire ou elle est aussi la dignité de mon être? Qu'est-ce que je cherche? Alors, on peut partir, mais ça dépend comment. Ça dépend le cadre dans lequel on est. Est-ce qu'on fait attention et suffisamment attention pour se protéger de ce point de vue-là? Parce que vous pouvez vous perdre. C'est facile de coloniser vos esprits quand vous êtes dans cet esprit. Et puis en plus, quand vous êtes loin de votre famille, ou quand vous êtes loin de ceux qui vous ont constitué, l'exposition au cœur de la culture, de la domination et de cette culture qui vous fait perdre, c'est une... Et puis après, on vous enseigne de comment il faut bien vous intégrer, et puis plus vous vous intégrez d'une certaine façon sur le temps court, plus parfois sur les choses essentielles vous vous désintégrez, vous les oubliez. C'est pas facile de se protéger. Je veux dire, l'exil économique, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc, quand en plus vous allez uniquement pour l'éducation, posez-vous la question. Donc, il faut, de ce point de vue-là, avoir aussi le sens de la pensée africaine. Moi, je suis né en Europe. J'ai passé toute ma vie là-bas. Mais il y a une chose que j'ai compris au moment où je voyais ce que mes parents avaient enduré en termes d'exil politique, c'est qu'à aucun moment de ma vie, il fallait que je me coupe de l'Afrique. À aucun moment, j'ai passé ma vie depuis l'âge de 17 ans à revenir en Afrique, à rétablir ceci et à être au cœur de l'Europe, la voix de l'Afrique, la voix des sans-voix, en leur disant, on ne vous laissera pas. Si vous ne voulez pas nous entendre dans le sud, ben on entendra dans le nord, vous parlez du sud. Le problème, c'est qu'il y en a qui partent du sud et qui viennent dans le nord et qui se taisent sur le sud. Ils veulent tellement se taire qu'ils deviennent plus blancs que blancs. Il faut presque même qu'on ne voit plus qu'ils sont marocains, ou alors ils sont marocains dans l'agressivité. Qu'est-ce que tu crois? Oui, je suis marocain. C'est bien d'être marocain dans l'agressivité. Est-ce que tu l'es dans la dignité? Est-ce que tu l'es dans l'apport? Est-ce que tu apportes quelque chose? Est-ce qu'en termes de marocain, tu fais réfléchir les Français quand tu y es? Est-ce que tu leur apportes cette richesse de ce que tu es ou la disparition de ta différence, juste pour être accepté? C'est des vraies questions, mais elles sont tellement importantes, ces questions, qu'elles se retournent sur le Maroc, sur une vraie conscience marocaine. Quelle va être notre contribution au niveau éducatif, social, individuel? C'est ça le printemps arabe. Là, j'appellerais ça un printemps.
quand je verrai les individus printaniers, ceux qui s'assument, ceux qui ont quelque chose, qui ont des fruits à apporter, ceux qui ont des fleurs à donner, ceux qui ont une richesse à partager, pas ceux qui sont, on vient chercher l'argent, puis après on s'en va, et puis parfois on s'en va plus, puis après on s'installe, puis après on s'oublie, puis après on oublie le Maroc et l'Afrique du Nord a besoin d'autre chose, et même nos références islamiques. Attendez, vous voyez le monde dans lequel il est? Vous avez étudié le message qui vous porte, vous l'avez entendu là? Vous pensez qu'aujourd'hui, vraiment, si vous êtes sérieux avec ce message-là, vous pensez qu'on n'a rien à dire sur l'ordre du monde? Vous pensez que ce message-là, il n'a rien à dire sur l'ordre du monde, on n'a rien à dire sur les valeurs, sur la dignité, sur les finalités, on n'a rien à dire? Mais bien sûr qu'on a à dire. On n'a peut-être rien à proposer, mais on a des questions à poser. On a des questions à nous poser à nous-mêmes. Parce que les premiers responsables de l'État du Maroc, c'est pas Paris, c'est les Marocains. Vous le voulez, vous l'entendez comme vous voulez, mais le vrai problème même de la situation en Tunisie, des Égyptiens, ce pourquoi aujourd'hui le monde arabe est divisé, qu'on n'arrive même pas à soutenir, on est des millions, on n'arrive même pas à soutenir les Palestiniens, c'est à cause de qui? C'est à cause d'Israël? C'est à cause des Arabes? C'est parce qu'on ne sait pas être unis. Ils ont compris, ils me donnent, hein, ben voilà, ça vient des deux côtés. Je ne peux manifestement pas faire plus long que... Alors, troisième élément, rapidement, c'est cet ordre économique dont je parlais. Alors, c'est là où, aujourd'hui, dans le monde arabe, et dans tout ce que nous sommes en train de vivre, je vous le disais en introduction, l'un des paramètres qui explique ce changement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord n'est pas simplement politique. Si vous pensez aujourd'hui, par exemple, que quand on a salué les réformes à Paris, les réformes marocaines, on a dit « Ah, le Maroc va dans le bon sens ». Quand, par exemple, en France, on a salué ce qui s'est passé en Tunisie, ou quand on a salué le développement aux États-Unis et en France, en Égypte, ou qu'aujourd'hui, on lutte contre Bachar el-Assad. Vous pensez que tout à coup, il y a eu une illumination sur Paris, ils ont aimé la démocratie pour les Arabes. Enfin, ça veut dire que pendant 40 ans, ils ont aimé la dictature, et que tout à coup, un matin, ils se disent « Ah, c'est bien la démocratie », et que vous êtes maintenant des Arabes civilisés, ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Démocratie ou pas, vous n'êtes intéressant que par les intérêts que vous protégez. La démocratie, dans les pétromonarchies, ils s'en moquent. Le plus important, c'est de protéger le pétrole et l'argent du pétrole. Donc maintenant, à partir d'un certain moment, les forces internationales, elles se moquent de la démocratie pour vous. Ce qu'ils veulent, c'est est-ce qu'on a des intérêts à protéger et comment on les protège. Et c'est là où, du point de vue du Maroc, du point de vue de la Tunisie, même de la Libye, de l'Égypte, il y a vraiment une réflexion économique à avoir. Que entrer dans l'économie de marché sans se poser des questions sur quels sont nos partenaires, aujourd'hui il y a vraiment à se poser la question des relations entre les pays. Donc, à l'heure de ce changement, où on se déplace vers l'Est, que je vous disais, l'un des vrais défis de l'économie, même au Maroc, ça va être la diversification des partenaires. Et là aussi, il y a des choix à faire. Vous avez qui viennent maintenant, la Chine est en train de s'installer, l'Inde est en train de venir, la Turquie est en... Là, il y a des choix à faire, il faut vraiment commencer à se dire comment est-ce qu'on fait. Alors, quand vous avez une entreprise, quand vous allez travailler dans le domaine de... Vous êtes ici dans le domaine de l'ingénierie, de la technique, des lois, de tout ce qui va être scientifique. À un moment donné, il faut commencer à penser à votre niveau aussi, avec qui est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais systématiquement privilégier les entreprises américaines et les entreprises européennes? Ou est-ce qu'on va au niveau du Maroc, comme au niveau de l'Afrique du Nord, regarder des relations sud-sud et d'autres partenaires? Parce que la force d'un pays va être et va se mesurer à sa capacité à jouer sur la diversité des partenaires. Mais ça, c'est des choses que l'on connaît même au niveau de la microéconomie. On sait une chose, l'indépendance d'une structure se mesure à la multiplication de ses ressources. C'est-à-dire la ressource financière, plus elles sont multiples, plus on donne moins de pouvoir, plus on diminue le pouvoir de chacune. Donc on donne moins de pouvoir. Et donc de ce point de vue-là, il faut maintenant que le monde arabe diversifie ses partenariats. Il faut des partenariats avec la Chine, avec l'Inde, si et seulement si on les a multipliés vis-à-vis d'autres. Et il faut aujourd'hui qu'on ait une vraie politique sud-sud. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le gouvernement actuel au Maroc
avec toutes ces réformes, on va voir ce que ça va donner. Personne d'entre vous peut dire qu'aujourd'hui on est arrivé à quelque chose de meilleur. Il faut attendre. D'abord, il faut faire attention. Il ne faut pas être trop pressé avec l'histoire. Il faut attendre, il faut voir comment les choses vont se passer. Mais ce qu'il faut attendre et espérer, c'est qu'on diversifie, c'est qu'on ait des relations avec maintenant les autres pays d'Afrique du Nord. Il faudrait qu'une fois le Maghreb, en termes de région, peut y dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est une espèce de fantasme verbal, le Maghreb. Mais concrètement, politiquement, économiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que c'est une force capitale. Mais vous vous rendez compte de la force de ce pourtour de la Méditerranée par rapport à l'Europe, dans ce que vit l'Europe aujourd'hui, s'il y avait une vraie conscience de l'Afrique du Nord, vous vous rendez compte de ce potentiel? Mais c'est là où l'Europe vous prendrait sérieusement. L'Europe prendrait au sérieux l'Afrique du Nord si l'Afrique du Nord se prenait au sérieux, si elle commençait ses relations bilatérales. Et que ceci, en termes de printemps, et que ceci, en termes de libération, la donnée économique dans l'ordre global, elle est capitale. Elle est capitale. Penser la démocratie uniquement au niveau politique, ça ne veut rien dire. Vous savez, il faut vraiment qu'on se rende compte de ça. Je veux dire, toutes ces discussions politiques, c'est rien. Mais même au niveau européen. Je veux dire, tous les mouvements qui sont nés en Europe de protestation, qu'est-ce qu'ils disent? Mais maintenant, vous nous mettez Sarkozy, vous nous mettez Berlusconi, vous nous mettez Papandreou. Finalement, ces gens, c'est qui? Ce sont des gens qui sont en domaine politique, ils gèrent un peu de pouvoir. Mais le pouvoir, il est ailleurs dans des sphères non démocratiques. Dans les banques, dans les grandes entreprises. Et eux, ils sont soumis à ça. Je veux dire que la politique d'Obama aux États-Unis, elle a été à un moment donné, en face de la crise, on a de renchérir et sauver des banques, et on a finalement, pour les plus pauvres, produit une espèce de fracture sociale où les gens perdaient leur demeure, perdaient leur emploi pour sauver des banques. Qui était responsable du fait que les personnes perdaient leurs emplois ou perdaient leur demeure? Les banques. Mais on a sauvé les banques et on a laissé tomber le peuple. Donc à un moment donné, on s'est dit, c'est où la démocratie dans tout ce système-là? Là aussi, il faut qu'on comprenne que nous avons quelque chose à faire. Mais moi, j'aimerais que vous compreniez une chose. Quand je parle de ça, je ne parle pas de structures très très éloignées de là où vous êtes. C'est une responsabilité personnelle aussi, en termes d'investissement, en termes d'engagement économique. Dernier point, ça m'amène à ma conclusion. Je suis à peu près. Le dernier élément, et je vous le disais en introduction, c'était le domaine culturel. Et par rapport au domaine culturel, là aussi, si nous sommes sérieux par rapport à 1, la libération de l'individu, 2, la dynamique sociale, 3, la dynamique économique, il faut penser à la dynamique culturelle. Et là doit venir, nous sommes en face d'une culture mondiale, qui est une culture mondiale qui nous propose en termes idéologiques la démocratie, mais qui nous vend en même temps des comportements, des attitudes. Et qu'à partir d'un certain moment, si nous voulons apporter quelque chose, il faut, par exemple, dans le domaine de l'imaginaire, dans le domaine de la production. Vous savez, dans un livre qui s'appelle justement L'autre en nous, que peu de musulmans lisent parce qu'ils se disent « oh, c'est un tout petit peu philosophique ». J'ai écrit des livres sur la matière islamique à proprement parler, sur les sociétés majoritairement musulmanes comme sur les sociétés occidentales, mais aussi une réflexion philosophique. Et ce que je disais, c'est que ce à quoi nous devons réconcilier nos enfants, c'est les réconcilier avec l'histoire. Donc il faut enseigner l'histoire. Il faut enseigner aux enfants les religions pour qu'ils sachent qui ils sont. Il faut leur enseigner les questions philosophiques, c'est-à-dire le sens de la vie, les vraies questions, et il faut leur enseigner la culture et les arts. Il faut aujourd'hui que vous vous réconciliez avec les racines de votre pays, l'imaginaire marocain, la culture marocaine, la richesse de ce que vous êtes, la richesse de votre langue. Il faut multiplier les langues. Moi, j'ai souvent, là, depuis 2 jours où je suis venu ici, mais c'était déjà la même chose dans d'autres rencontres, on me dit « Mais pourquoi est-ce qu'on parle français et qu'on ne parle pas arabe ?» Il n'y a pas de problème à parler français au Maroc. À partir du moment où on ajoute les langues, il faut que votre culture, elle soit polyglotte, plusieurs langues qu'on maîtrise. Il faut que vous donniez au monde quelque chose d'autre sur le Maroc, que vous soyez des producteurs de cinéma. Et le cinéma, c'est halal, tant qu'il n'y a rien dedans qui est haram.
Le cinéma, c'est halal. Qu'il y ait une expression musicale, qu'il y ait une expression poétique. Tout cela, il faut aujourd'hui que le Maroc sorte simplement de l'imitation. Il y a des gens en religion, ce sont des imitateurs. Et il y a des gens dans la culture, ce sont des imitateurs. Ils n'ont plus de créativité. Vous manquez sérieusement de créativité culturelle. C'est-à-dire que tout ce qui fait, encore une fois, il faut savoir exporter votre nourriture, mais il faut exporter votre imaginaire. Il faut que vous ayez cette richesse. Qu'est-ce qui est produit aujourd'hui en termes de littérature, que vous puissiez maîtriser en arabe ou en français? Qu'est-ce que vous apportez en termes musical? Qu'est-ce que vous apportez comme alternative? Mais qu'est-ce que ça veut dire l'alternative dans la culture aujourd'hui? Ça veut dire une culture digne, c'est-à-dire on aime pouvoir se reposer, on aime la détente. En islam, l'humour c'est permis, c'est halal de rigoler, c'est halal de sourire. En islam, c'est halal de pouvoir voir un film, c'est halal de pouvoir entendre. Alors je sais que vous avez des salafis littéralistes pour lesquels la musique c'est haram, le cinéma c'est haram. Allah barakatillah, tant que tu ne regardes pas, ça te regarde. Mais il y a d'autres opinions islamiques. Et mon opinion islamique, c'est que ça c'est possible. Mais avec une certaine dignité, avec une certaine proposition, une force de proposition. Ça ne veut pas dire que parce que c'est halal, parce qu'il y en a qui écoutent une conférence, ils rentrent à la maison, ils écoutent n'importe quelle musique, alors il a dit que c'était halal. Pas n'importe quoi. Toute musique, toute expression artistique qui élève votre esprit, qui garde et protège votre dignité halal. Mais tout ce qui détruit, tout ce qui vous ramène à la vulgarité, tout ce qui vous ramène à des comportements qui sont absolument indignes, vous n'avez pas besoin d'un moufti pour dire haram. C'est haram, donc vous évitez ça. Et puis à partir d'un certain moment, vous produisez quelque chose. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est une vraie lutte, c'est une vraie résistance la culture. Parce que vous pouvez détruire des systèmes politiques, parce que vous pouvez avoir une influence économique uniquement par le culturel. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui travaillent sur le psychologique ou qui travaillent sur le culturel qui ont des budgets qui sont plus importants que certains États du tiers-monde. Je veux dire qu'il faut vous rendre compte de la puissance phénoménale à quoi on a affaire. Et là, se dire comment est-ce qu'on fait à notre niveau pour nous protéger de ceci. Par la lecture, par la production, par l'engagement, c'est votre combat. Ce n'est pas le combat des autres, c'est le combat des Marocaines et des Marocains. C'est d'apporter quelque chose. Et encore une fois, je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que la bataille est perdue. Parce que si vous pensez que la bataille est perdue, elle est perdue même avant qu'on la commence. C'est une bataille aujourd'hui qui est une résistance digne. Et si, même quels que soient les résultats pendant votre vie, quels que soient les résultats pendant votre vie, est-ce que vous pensez que toutes ces conférences-là, moi je veux dire, j'arrive à un certain âge, il y en a quand je les rencontre là maintenant, hier, il y en a un qui m'a dit, je t'ai vu il y a 25 ans, tu faisais des conférences. Après 25 ans, on continue. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement pour les résultats? Non, c'est pour le principe. Au bout du compte, c'est de mourir digne, de ne pas mourir lâche, de mourir debout. D'avoir dit j'ai fait ce que j'ai pu. Pourquoi? Parce qu'Allah dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. J'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce que vous faites ce que vous pouvez dans votre domaine? Est-ce que là où vous êtes culturellement, économiquement, socialement et individuellement cette femme et cet homme digne, debout, qui dit la vérité, qui essaie d'être dans la transparence et qui est une contribution à sa société? Alors à ce moment-là, vous pouvez commencer à dire, nous sommes dans un processus de libération. Inch'Allah, ça sera le printemps. Inch'Allah, ce seront des révolutions. Mais avant ceci, avant que révolution se passe, il faut que résistance prenne place. Il faut que résistance soit présente pour nous dans nos esprits, avec dignité, sans violence, mais avec sérieux. Ça, c'est peut-être l'un des messages. Et à partir de là, sur le printemps arabe, de ne pas se faire trop d'illusions, de ne pas être stupidement ou naïvement optimiste, mais d'être décidé à jouer sa partition dans ce concert-là. Et ça demande à chacun d'entre nous d'en être conscient, d'être responsable et de s'y engager. Inch'Allah.